Bonjour et bienvenue dans le podcast L'ABC de la photographie. Je vous invite à aller sur ma page Facebook, le même nom, l'ABC de la photographie, pour avoir les notes de cours ou pour simplement me contacter. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, donc la lumière naturelle, et on va aborder la lumière au flash. Le flash est un gros chapitre, donc on va le voir en plusieurs épisodes. Mais on va commencer aujourd'hui par un aperçu. Donc, la lumière naturelle. La couleur de la lumière extérieure selon l'angle du soleil. Le positionnement du soleil dans le ciel modifie la couleur de sa lumière, car l'atmosphère filtre certaines couleurs selon son orientation. Par exemple, au zénith à midi, le soleil donne une lumière blanche, alors qu'au coucher de soleil, elle devient orangée. Pour faire des portraits à l'extérieur, toute heure du jour convient. Il s'agit de prendre en compte la couleur du soleil et d'ajuster la balance des blancs de l'appareil en conséquence et de placer notre sujet afin de minimiser les ombres disgracieuses sur son visage. La lumière de l'aube donnera un portrait doux et légèrement orangé. La lumière du midi rendra un portrait au teint correct, sa lumière étant blanche, mais des ombres très prononcées seront créées sous les yeux, le nez et la bouche. Pour corriger cela, je vous conseille de placer votre sujet couché au sol sur le dos ou à l'ombre. Vous pouvez également mettre un diffuseur au-dessus de sa tête pour les atténuer. Le soir, au coucher du soleil, la lumière sera fortement orangée et ou rosée, ce qui peut rendre flatteur un teint pâle, mais peut être trop intense si la balance des blancs n'est pas corrigée. Pour éviter que votre sujet cligne constamment des yeux, placez-le dos au soleil ou de biais. La lumière juste après le coucher du soleil est magique. Elle dure environ 20 à 30 minutes et malgré sa faible intensité, elle a une couleur bleutée face à l'endroit où le soleil s'est couché et parfois très rose-orangé dans les nuages qui sont où le soleil était quelques minutes avant. Cette lumière rend difficile l'ajustement de la balance des blancs. Il s'agit de prendre la couleur de la lumière qui est réfléchie sur votre sujet et soit de la laisser à la lumière du jour pour un effet créatif ou d'appliquer la correction incandescente du côté orange-rose du ciel étant nuageux du côté bleu. Au lever ou au coucher de soleil, vous pouvez réaliser de fantastiques portraits en backlit. Le backlit, c'est quand votre lumière principale est située derrière votre sujet. Donc, il s'agit de placer votre sujet dos au soleil, puis d'utiliser un flash ou un réflecteur en lumière de remplissage. On appelle ça une fill light, qui diminue l'intensité du flash de 2 à 3 stops selon la scène, pour que votre flash ne soit pas trop fort, juste un petit peu pour remplir les ombres. Vous aurez donc un sujet avec les cheveux qui vont être lumineux et le teint prendra la couleur orange pâle de la lumière réfléchie. L'utilisation de réflecteurs. Essayez également d'utiliser des réflecteurs pour moduler la densité des ombres. Pour illustrer ce principe, prenons l'exemple d'une lampe de bureau. Si vous avez mis cette lampe à gauche du sujet, vous pouvez placer une surface blanche, par exemple un morceau de carton blanc ou un réflecteur professionnel, à sa droite, afin de diminuer la densité des ombres. Notez que plus vous rapprocherez cette surface blanche de votre sujet, moins les ombres seront denses. À l'inverse, vous pouvez également utiliser une surface noire pour absorber la lumière et augmenter la densité des ombres. En extérieur, vous pouvez utiliser des réflecteurs naturels, par exemple en rapprochant ou en éloignant votre sujet d'un mur blanc. Quelques exercices permettant de travailler avec la lumière naturelle en portrait. Lorsque vous travaillez avec la lumière artificielle, vous pouvez orienter votre sujet et ajuster l'intensité comme vous le désirez, alors qu'avec la lumière naturelle, vous devez orienter votre sujet en fonction de la source lumineuse. L'exercice est simple. Il s'agit de placer votre sujet dans une pièce avec une fenêtre, le jour, dont la lumière est indirecte ou diffusée par un voile. Demandez à votre sujet de se déplacer en distance et en angle par rapport à la fenêtre à quelques reprises. À chaque endroit, tournez autour de votre sujet, photographiez et portez votre attention sur l'effet qu'a le mouvement de votre sujet et le vôtre sur la façon dont la lumière l'éclaire. Pour contrôler l'intensité de la lumière d'une fenêtre, vous n'avez qu'à reculer votre sujet de celle-ci pour la diminuer. Plus la lumière est diminuée et tamisée, et moins il y aura de contraste fort entre les tons foncés et clairs, donc des portraits plus doux.
Voilà pour la lumière naturelle, c'est assez simple. On va commencer l'éclairage au flash. Voyons d'abord les théories, les techniques, les trucs et les pratiques. Pourquoi un flash? Même si nous préférons toujours les photos prises en lumière naturelle, la faible dynamique des capteurs numériques, c'est-à-dire la difficulté à obtenir des détails dans les tons sombres ou clairs, et le manque de lumière dans certaines circonstances, nous oblige à nous tourner vers une lumière additionnelle. Contrairement à la croyance populaire, l'utilisation du flash n'est pas réservée uniquement aux situations où la lumière est trop faible pour obtenir une exposition correcte. Il peut être utilisé pour balancer la lumière ambiante en servant de source de lumière secondaire et ainsi illuminer les zones trop sombres. Il peut aussi permettre de photographier un sujet qui est à contre-jour alors que vous faites face au soleil. Dans plusieurs situations, le flash, lorsque bien utilisé, peut grandement améliorer vos photos. Flash intégré, externe sur l'appareil ou externe à distance. Le flash intégré à votre appareil numérique. Le flash intégré sur le boîtier, qui a l'avantage d'être toujours là et facile à utiliser, a aussi des inconvénients non négligeables. Ce flash, communément appelé le flash pop-up, a une puissance plutôt limitée et une forte tendance à produire des photos avec une lumière qui nous semble dure et assez peu naturelle. Sa plus grande limite est qu'il est dans l'axe de l'objectif, ce qui crée des ombres très prononcées derrière le sujet et provoque beaucoup de reflets directs qui sont peu esthétiques. Cela accentue également le risque des yeux rouges. Le flash pop-up est donc pratique pour vous dépanner, mais si vous êtes intéressé à obtenir de meilleurs résultats, un flash externe à tête rotative à 360 degrés sera votre meilleur allié. Il est important de noter que la vitesse d'obturation du flash intégré est limitée à 1/200e ou 1/250e de seconde, selon les appareils. Avec une vitesse de pose plus rapide, le flash n'aurait pas le temps d'exposer toute la surface du capteur numérique et l'image sera donc en partie trop sombre. Les fabricants bloquent donc la vitesse pour éviter cela. Ce blocage peut s'avérer un inconvénient lorsque vous désirez poser un sujet à l'ombre et obtenir un fond très flou, non surexposé. Cela s'obtient en utilisant le flash pour éclaircir les ombres. Par exemple, la grande ouverture du diaphragme et la faible limite de vitesse de pose ne seront pas possibles sans surexposer votre image, car une vitesse de 1/200e de seconde en plein jour est très faible. Vous serez donc obligé de fermer le diaphragme pour obtenir une exposition correcte, ce qui augmentera la profondeur de champ et peut nuire à l'obtention d'un arrière-plan flou. Le flash externe. La solution au flash intégré. Le flash externe de type Cobra, en raison de sa forme pliable à la manière d'une queue de cobra. En premier lieu, la surface lumineuse du flash Cobra est plus grande et plus puissante. Deux avantages déjà importants. Mais surtout, le flash Cobra a une tête orientable, ce qui permet de choisir la direction du flash, afin de profiter d'un effet qu'on appelle souvent un rebond, un bounce. On peut orienter la tête du flash vers un mur ou un plafond blanc ou très pâle à proximité du sujet, afin de l'éclairer indirectement et ainsi obtenir un éclairage plus uniforme et moins directionnel, ce qui a pour conséquence de réfléchir et diffuser la lumière, et ainsi de produire des ombres beaucoup plus douces, car la taille relative de la source de lumière, un mur entier à la place du flash direct, est beaucoup plus grande. Il est en général possible de déporter ces flashs, c'est-à-dire de les commander à distance, sans qu'ils soient fixés sur le boîtier, soit par un mécanisme de déclenchement à fil ou sans fil, à l'aide d'une longueur d'onde. On peut commander plusieurs flashs de cette façon, et donc augmenter la puissance et ou construire des éclairages plus complexes. Technique de base pour l'exposition au flash. En mode manuel, vous reprenez le contrôle de l'ouverture, de l'ISO et de la vitesse. C'est un mode qui vous servira très bien en photographie avec flash, car il permet un meilleur contrôle de la lumière ambiante, en arrière-plan, en vous laissant décider à quel point elle sera présente ou non, en ajustant l'exposition vous-même et en vous guidant sur l'indicateur du posemètre. Dans ce mode, le flash, lui, fonctionne toujours en automatique. Donc, le boîtier se chargera de calculer la puissance nécessaire pour obtenir une exposition correcte de l'avant-plan. Ce mode force le flash en mode de remplissage, fill-in, et procure une meilleure utilisation de la lumière ambiante.
Le mode manuel est le plus intéressant et avec un peu de pratique, celui qui vous donnera le meilleur résultat. La compensation de l'exposition au flash. La plupart des boîtiers vous permettent d'influencer la puissance du flash lorsque celui-ci est en mode automatique en ajustant la compensation d'exposition au flash. Cet ajustement fonctionne comme la compensation normale de l'exposition, mais n'affecte que le calcul de l'évaluation de la puissance nécessaire pour obtenir une exposition au flash. Si vous réduisez l'exposition à -1, le boîtier réduira la puissance du flash pour obtenir une exposition de -1 stop, EV ou IL, en dessous de ce qu'il avait calculé. Sur certains flashs, vous pouvez aussi ajuster la compensation directement sur le flash au lieu de le faire sur le boîtier. Quelques petits conseils. Quand les conditions le permettent, utilisez le plafond ou un mur pour diffuser la lumière en tournant la tête du flash. Par contre, attention à la couleur de la surface, qui doit être blanche, car sinon vous aurez une dominante de couleur sur vos photos. Si vous ne pouvez pas utiliser une surface pour faire un rebond, vous pouvez opter pour un diffuseur. Il aura pour effet de produire une lumière moins dure lorsque vous utilisez votre flash en lumière directe. Les boîtiers ont parfois tendance à brûler le sujet, l'avant-plan, lorsque le flash est utilisé en lumière directe. Si c'est le cas, ajustez la compensation d'exposition au flash au négatif. N'hésitez pas à ajuster l'ISO sur votre boîtier. C'est souvent un paramètre qui est oublié lorsqu'on utilise le flash. En augmentant la sensibilité de votre capteur, plus haut ISO, vous favoriserez l'utilisation de la lumière ambiante. Inversement, un plus bas ISO forcera le boîtier à augmenter la puissance du flash pour obtenir une exposition correcte, au détriment de la lumière ambiante. Un conseil judicieux que je puisse vous donner est de faire des essais et encore des essais. Il n'y a rien comme la pratique et ce qui peut vous sembler complexe aujourd'hui deviendra rapidement un automatisme dans quelques temps. Voyons le mode automatique en mode TTL. Les possibilités d'expression photographique s'élargissent de manière exponentielle lorsque vous utilisez un flash externe en tant que source lumineuse principale ou auxiliaire. Par exemple, prendre en photo des sujets placés devant un arrière-plan réfléchissant avec une exposition idéale devient un jeu d'enfant. Vous pouvez également mettre en valeur certains détails du sujet sans régler l'exposition pour compenser l'arrière-plan. Les fonctions totalement automatiques offrent tous les avantages des techniques professionnelles d'exposition et de contrôle de la luminosité. Une fois monté sur un appareil photo digital, un flash reçoit automatiquement des informations telles que la focale de l'objectif, le mode de contrôle de l'exposition et l'ouverture. Il adapte les réglages à la situation, en accord avec l'appareil photo auquel il s'intègre parfaitement afin d'obtenir une exposition aussi naturelle que possible. En mode automatique, la puissance qui sera nécessaire pour obtenir une photo correctement exposée est calculée en utilisant un système TTL. TTL veut dire en anglais « Through the Lens ». C'est pourquoi vous voyez souvent ce terme utilisé, ETTL chez Canon et ITTL chez Nikon, dans la documentation liée à votre flash. En bref, lors de la prise d'une photo avec le flash en automatique, le boîtier commande au flash d'émettre un prééclair qui servira à mesurer la puissance du flash. Une fois l'ajustement fait, la photo est prise et le flash est déclenché avec la puissance adéquate à la scène. Le TTL trouve l'équilibre parfait entre le sujet et l'arrière-plan. Le TTL est un système de contrôle d'exposition au flash automatique. Grâce à ses nombreuses zones de mesure, ce système sophistiqué évalue la luminosité ambiante et le pré-flash les compare, puis prend en compte les distances de mesure pour régler automatiquement le niveau du flash afin d'obtenir une image naturelle, à l'exposition idéale tant au niveau de l'arrière-plan que du sujet. Dans différentes situations de prise de vue, même lorsque l'arrière-plan est extrêmement réfléchissant, le TTL emploie les données de distance à partir de l'objectif pour éliminer toute sous-exposition et obtenir un contrôle automatique optimal de l'exposition au flash. Le processus de fonctionnement du système de flash automatique du TTL. 1. Le déclencheur enfoncé à mi-course, la mise au point automatique et la mesure évaluative, capteur multizone lié au point focal, sont exécutés simultanément.
La luminosité ambiante est donc mesurée. Deuxièmement, le déclencheur entièrement enfoncé. Le pré-flash se déclenche et la lumière réfléchie est mesurée par le capteur de mesure d'évaluation multizone. Troisièmement, les mesures de la luminosité ambiante et du pré-flash sont comparées. La puissance idéale du flash principal est calculée et mise en mémoire. Quatrièmement, le miroir se lève, le premier rideau commence à s'ouvrir, le flash principal s'allume, le capteur d'image est exposé, le deuxième rideau se ferme, puis le miroir redescend. Et finalement, cinquièmement, le voyant de confirmation de l'exposition au flash s'allume. La répartition de la lumière et le contrôle du zoom sont optimisés en fonction de la taille du capteur d'image de l'appareil photo. L'angle de vue d'un appareil photo digital diffère selon la taille de son capteur d'image, DX, APS-C, APS-H ou grande dimension 35 mm, des full frame, quelle que soit la focale de l'objectif utilisé. Ce facteur est pris en compte par des flashs automatiques sophistiqués qui règlent automatiquement le mécanisme de zoom du flash en fonction de la taille du capteur d'image de votre appareil photo afin d'obtenir l'angle de flash optimal par rapport à l'angle de vue. Puisque seules les zones nécessaires de la scène sont éclairées, ces flashs permettent une économie d'énergie substantielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a abordé le sujet du flash. On va continuer ça la semaine prochaine. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin de réviser les notes de cours, vous allez sur ma page Facebook, l'ABC de la photographie. À la semaine prochaine!